On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Une nouvelle réunion autour du médiateur angolais est prévue ce samedi 14 septembre 2024 pour faire avancer les plans de neutralisation des FDLR et du retrait de RDF. Pendant ces temps, aucune avancée notable n'a été enregistrée sur le retrait de troupes rwandaises du sol congolais, une priorité pour Kinshasa. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC, en sigle Christian Bossembe, a été reçu le mercredi 11 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Tshisekedi. Lors de cette rencontre, la question de la salubrité médiatique en République démocratique du Congo a été largement discutée. Un enfant d'un sujet arabe a poignardé ses deux camarades de classe d'origine congolaise au lycée Madame de Sévigné dans la commune de Limete. D'après les sources recoupées par notre rédaction, l'une des victimes a été poignardée en plein cœur et est morte sur le coup, selon les autorités éducationnelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, une nouvelle réunion autour du médiateur angolais est prévue ce samedi 14 septembre 2024 pour faire avancer le plan de neutralisation des FDLR et du retrait de RDF. Malgré les cessez-le-feu en vigueur depuis plus d'un mois, les troupes rwandaises sont restées déployées sur les sols congolais et la paix est loin d'être rétablie. Et pendant ces temps, la médiation angolaise pousse pour trouver un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Un commentaire de Véningali Junior. La partie est de la République démocratique du Congo est déstabilisée par l'action de nombreux groupes armés, notamment le M23, qui occupe actuellement une grande partie de la province du Nord Kivu grâce à l'appui militaire du Rwanda. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis plus d'un mois, les troupes rwandaises restées déployées sur les sols congolais et la paix est loin d'être rétabli. Pendant ce temps, la médiation angolaise pousse pour trouver un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. C'est dans ces cadres qu'une nouvelle réunion ministérielle entre le parti congolaise et rwandaise est annoncée pour ce vendredi 14 septembre à Luanda. Cette nouvelle rencontre aura pour objectif de faire avancer le plan de neutralisation des rebelles FDLR et du retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Le gouvernement congolais dit compter sur la sincérité de Kigali. Nous espérons que la partie rwandaise qui a excellé pendant longtemps dans les violations de ce qui a été convenu pourra cette fois-ci faire le choix de la paix, a indiqué Patrick Muyaya. Depuis quelques mois, Kinshasa et Kigali discutent autour du médiateur désigné par l'Union africaine, Joao Lourenço, président angolais, d'une proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif pour les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, du renseignement des trois pays. La possibilité d'impliquer d'autres acteurs pour garantir le respect du cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août a également été discutée. Aucune avancée notable n'a été enregistrée sur les retraits des troupes rwandaises du sol congolais, une priorité pour Kinshasa. Kinshasa espère également obtenir la fin du soutien de Kigali au M23 qui continue de gagner du terrain, particulièrement dans les territoires de Lubero au nord Kivu. Et de son côté, le président Félix Tshisekedi a reçu le mercredi 12 septembre 2024 Bruno Yapandé, ministre centrafricain de l'administration du territoire et émissaire de son monologue Faustin Archange Touadéra, venu lui faire part de la volonté de la République centrafricaine de s'inspirer du modèle électoral congolais. Dans la même soirée, le chef de l'État a échangé avec Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, si ça consigle sur la nécessité de la salubrité médiatique en RDC. Suivez.
La partie est de la République démocratique du Congo est déstabilisée par l'action de nombreux groupes armés, notamment le M23, qui occupe actuellement une grande partie de la province. Porteur d'un message officiel du président de la République centrafricaine, le ministre de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local Bruno Yapandé a été reçu ce mercredi 11 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tour d'horizon de l'actualité de l'heure et surtout tout ce qui entoure l'environnement de collaboration d'entente et de coopération entre la RCA et la République démocratique du Congo a été fait lors de cette rencontre. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup appesantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé les élections locales, le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7e République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine, qui organise sous peu des élections locales et qui seront suivies l'an prochain des élections générales, s'est dit par ailleurs disposée à recevoir tout soutien de son voisin, la RDC. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, mais nous ne pouvons que soutenir tout apport qui peut venir soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné négativement le système économique et financier de notre pays et nous ne pouvons que compter sur nos frères. Bien avant cette entrevue, le chef de l'État avait conféré dans ce même cadre avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Christian Bossembe a fait part aux premiers citoyens du pays de nombreux défis auxquels cette institution d'appui à la démocratie est confrontée. Et du côté de la primature, la réunion technique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Fonds monétaires internationaux s'est tenue le mercredi 11 septembre 2024 au cabinet de la première ministre Judith Suminwa à Kinshasa, la capitale congolaise. L'objectif principal de cette réunion était de finaliser les engagements de la République démocratique du Congo dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Suivez. Au cours de cette rencontre présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les discussions ont porté sur les priorités du gouvernement telles que la sécurité, les infrastructures et l'assainissement des finances publiques. Le FMI a salué les progrès réalisés et qui ouvrent la voie à un nouvel accord sur la 6e revue du programme triennal. Nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement, et celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. En particulier, le gouvernement a insisté sur l'importance pour lui, d'assurer la sécurité dans le pays, l'importance de réaliser des infrastructures structurantes pour diversifier l'économie et aussi pour assainir la gestion des finances publiques. Donc, dans les discussions qui vont venir dans quelques semaines, nous allons nous atteler à voir quelles sont les mesures, comment est-ce qu'il faut articuler les mesures pour réaliser tous ces objectifs. Cet engagement reflète la volonté du gouvernement de Judith Suminwa de placer le développement durable au centre de son programme de gouvernance. Les climats et la gestion des ressources naturelles deviennent ainsi des enjeux majeurs dans la quête d'une stabilité économique à long terme en République démocratique du Congo.
Changeons de chapitre à présent, le bureau de la société civile Force Vive a dans une déclaration appelé le gouvernement à clarifier rapidement les circonstances dans lesquelles près de 129 pensionnaires ont perdu la vie au centre pénitentiaire de Kinshasa, CPRK, dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier. Et ceci dans le but d'apaiser les esprits du peuple souverain. Un commentaire de Ronta Luyela. Le bureau de coordination de la société civile Force Vive de la RDC a minutieusement analysé le compte rendu de la réunion organisée sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, à la Cité de l'Union africaine, et le compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Cette 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République du vendredi 6 septembre 2024 et la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du lundi 9 septembre 2024 ont tous mis en exergue les événements macabres du 1er au 2 septembre 2024 à la prison de Makala. Tout en appréciant la condamnation ferme de ces crimes odieux par le chef de l'État, qui a exprimé sa compassion aux familles implorées, nous constatons malheureusement qu'il y a plus d'amateurisme dans la gestion de la République. C'est depuis des années que des voix s'élèvent pour dénoncer le surpeuplement des maisons carcérales, devenues finalement des mouroirs. Au lieu de 1500 places prévues, plus de 15 000 personnes y sont fourrées. Sans scrupule ni morale, les autorités judiciaires continuent à y envoyer des prévenus pour des faits bénins parfois. En vertu de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution de notre pays, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Pour apaiser l'esprit du peuple souverain primaire, il est indispensable que les circonstances dans lesquelles ces tueries ont eu lieu soient élucidées le plus clairement possible. Qui ont tenté de s'évader? Combien de morts exactement? Où sont les corps? Qui sont les premiers suspects déjà arrêtés? Où serait le directeur de la prison? Voilà, c'était plutôt le propos recueilli par Ronta Luyela. Et je l'ai annoncé dans les titres de ce journal, drame à l'école lycée Madame de Sévigné, un écolier tue son camarade de classe et blesse un autre. La scène s'est déroulée le mercredi 11 septembre 2024. Les versions rivalisent au sujet du motif réel de l'acte commis par un élève sur un autre. Le corps de l'enfant décédé a été conduit à la morgue du cinquantenaire. Suivez. La nouvelle du meurtre d'un élève par son collègue au lycée, Madame Sévigné de Limete à Kinshasa, au moyen d'un couteau, le mercredi 11 septembre 2024, a secoué très tôt matin la toile. Les versions rivalisent au sujet du motif réel de l'acte commis par un élève sur un autre. Ce qui importe donc, c'est la gravité de fait, laissant croire qu'il s'agit d'un acte de vengeance du bourreau de la victime. Voir un élève poignarder son collègue à l'aide d'un couteau est une première dans la capitale congolaise depuis l'accession du pays à son indépendance. D'où la préoccupation de savoir le courage qui a animé l'auteur de l'acte. Serait-il venu avec son arme blanche de la maison? Mais pourquoi faire à l'école? L'insécurité aurait-elle gagné les milliers interdits à Kinshasa, à l'instar de pays développés où, pour des motifs non avoués, on peut donner la mort à un ou plusieurs élèves? C'est ici que des analystes fondent leur argument face au rôle combien destructif que joue le nouveau média. Il y a urgence d'explorer toutes les pistes pour envisager des mesures répressives afin de servir les leçons. À noter que si les cas de Madame Sévigné restent impunis, cela servirait de mauvais exemple dans une ville aux allures d'une jungle où la loi se heurte à plusieurs obstacles dans son application. C'est dans cette optique qu'il faille dénoncer les silences prolongés des autorités policières face à ces drames qui a coûté la vie à un gosse encore dans sa prime jeunesse.
Et l'accompagnement des enfants pendant l'année scolaire n'est pas du tout une tâche facile pour les parents, particulièrement ceux qui doivent aller au travail et dans les mêmes temps déposer les enfants à l'école. Pour y arriver, beaucoup sont obligés de réaménager leur emploi du temps pour répondre à la fois à leurs obligations parentales et professionnelles. Certains qui ne sont pas soumis aux contraintes professionnelles préfèrent eux-mêmes amener leurs enfants à l'école ou les aider à effectuer leurs devoirs à domicile en guise de modèle. Focus sur la manière dont les parents utilisent leur temps pour accompagner leur progéniture à l'école. La rentrée scolaire ne l'est pas que pour les enfants, elle l'est également pour les parents censés accompagner leurs enfants. Cet accompagnement s'étend sur toute l'année scolaire, ce qui implique un certain nombre de sacrifices pour l'encadrement et la bonne formation des enfants. Ils se sacrifient en venant le déposer soit le matin, soit à midi et les reprendre soit à 12h ou encore à 17h pour les ramener à la maison, peu importe le moyen de transport qu'ils empruntent. Pour d'autres, pas assez de temps, ils préfèrent payer l'abonnement des taxis motobus ou taxis ou engagent de bonnes pour accomplir ces tâches à leur place. Aaron Odilois n'a pas voulu déléguer ces tâches à quelqu'un d'autre. Il le fait lui-même pour exprimer son amour à son enfant et lui faire comprendre l'importance de l'école. Je l'accompagne déjà parce que c'est tel que mon enfant, il a commencé cette année, sa deuxième maternelle. Ouais. Alors, l'accompagner pour moi, c'est une façon de lui montrer l'amour et puis de lui faire comprendre que l'école c'est très important. Et voilà pourquoi je porte ce garant-là de l'amener à l'école moi-même personnellement pour voir comment il évolue, comment il entre à l'école. Et je pense qu'avec ça, ça va lui permettre de bien étudier. Moi, je commence le boulot à 10h. C'est un programme déjà établi. Donc je sais que les matins, je dois me réveiller pour déposer l'enfant à l'école. Et puis dans les après-midi, sa maman viendra les chercher. Gabi Yakumba ne veut pas prendre de risques en laissant quelqu'un d'autre déposer son fils de 6 ans à l'école. Il a aménagé son horaire de travail pour le déposer les matins et les récupérer à midi. Depuis la bande maternelle, il y a un allée qui y a 7e, il y a première primaire, il y a première primaire. Il y a 7e il y a première primaire, il y a Rosoa. Mais il y a kotika pe Rosoa. Na boya ba risque wana ko exposer moi na zana mukeye moko, il faut ko accompagner tango akokoma mukolo akoya na ye moko lora ya na ye wana ya 7e. Ba misala biso to sala za ba entreprise moko privé. Oyo nazana facilité ya kotika mwana ceux qui na tiki après la maison commerciale nanga travailler 12 heures na kangi na mwana. La psychologie a pour sa part rappelé que l'accompagnement des enfants est un devoir sacré. Il considère les suivis scolaires comme étant un travail de tous les jours. Il a appelé chaque parent à prendre conscience pour assurer l'encadrement de leurs enfants. Les parents doivent prendre conscience de leur responsabilité de pouvoir encadrer les enfants, parfois les accompagner à l'école, mais cela aussi ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait cette interaction régulière entre les parents et l'école, particulièrement avec les conseillers pédagogiques s'il y en a, avec les enseignants eux-mêmes, surtout quand les enfants sont à l'école primaire. Cela permet aux parents de suivre l'évolution des enfants, parce que les rendements scolaires, c'est le fruit des sacrifices et des abnégations de tous les jours, de chaque seconde, de chaque minute et de chaque heure. Il suffit qu'à la maison, qu'il y ait une dispute entre papa et maman, que cela affecte l'enfant. Ce stress qui peut arriver jusqu'à l'angoisse peut permettre à ce que l'enfant, pendant cette période, ne soit plus consacré ou concentré au cours, à l'école. Il ne pourra plus peut-être bien faire ses devoirs, bien faire ses interrogations et ses examens. Pendant que certains parents se battent pour leurs enfants, d'autres par contre fuient leurs responsabilités. C'est ainsi qu'il y a de ces enfants qui n'ont quasiment personne pour les accompagner à l'école. Ils se prennent eux-mêmes en charge avec tous les risques qu'il y a à traverser les grandes artères de la capitale. Ils sont abandonnés à leur triste sort. S'ils ne vont pas les déposer à l'école, que dire alors de la révision de cours et des devoirs à domicile? L'année scolaire n'est qu'au début. Chaque parent devra s'impliquer pour un bon encadrement des enfants durant toute l'année scolaire. Et rendons-nous dans la province du Kasaï oriental où les travaux de marquage au sol
ont débuté ce jeudi 12 septembre 2024 pour une durée de 30 jours sur quelques routes de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la dite province, au centre de la République démocratique du Congo. Première avenue concernée, la route Maurice-Chikuya, anciennement appelée boucle GMI. Cette pose de signalisation qui vient de débuter par cette route nouvellement construite va s'effectuer sur un réseau routier long de 35 km à travers l'ex-capitale mondiale du diamant. Regardez. Les routes de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo, peuvent désormais communiquer avec leurs usagers pour éviter les accidents de circulation. C'est l'essence du travail que la Commission nationale de prévention routière, CNPR, effectue depuis le début de la semaine sur la voirie urbaine. Il s'agit des travaux de marquage au sol qui facilitent la circulation des véhicules et des piétons. Ça consiste à faire parler la route. Une route moderne après être construite, et ce que nous appelons la signalisation routière. C'est l'ensemble des signes ou des signaux qui doivent afficher quel comportement pour éviter et prévenir les accidents de circulation routière. Ces lignes tracées sont d'une part continues et discontinues pour le véhicule et d'autre part la zone de piétons. Le commissaire supérieur adjoint Félix Mukuna et commandant de la police de circulation routière ville de Mbuji-Mayi, qui s'est dit satisfait de cette opération, donne les explications sur chaque ligne. Pour dire que les routes doivent parler. Aujourd'hui, Dieu merci, les routes commencent à se faire parler. Et là où nous voyons, je parlais de lignes discontinues. Donc vous voyez une ligne qui a des traits, qui ont des traits. Nous appelons ça des lignes discontinues. Ça veut dire quoi? Ces lignes, nous pouvons chevaucher. Un véhicule peut monter de ce côté et aller de l'autre. Vous voyez qu'il y a une ligne qui est droite. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la ligne continue. Cette ligne, on ne peut pas chevaucher. Lorsqu'un véhicule est sur cette bande, violer la bande, en ce moment-là, on vous arrête. Voilà, donc ça passe un message pour dire que quand vous êtes sur cette bande, vous ne pouvez pas accéder à l'autre bande. Du côté des usagers de la route, on s'est dit satisfait de cette opération qui permet à chaque usager de garder sa priorité. Ces travaux de marquage au sol sont l'avant-dernière phase de la modernisation de la voirie dans la ville de Mbuji-Mayi avant la pose de panneaux de signalisation. Ces travaux sont exécutés par la firme égyptienne Safrimex sous la supervision de l'Office de voirie et drainage OVD. Et terminons avec cette actualité du Sénégal. 3 jours après le naufrage qui a frappé un bateau avec plus de 125 personnes à bord au large de la ville de Mbour, les recherches pour trouver les survivants continuent, même si les chances sont quasi nulles. Le temps est donc au recueillement à Mbour qui a vu périr plus d'une dizaine de ces jeunes. Le Sénégal vit l'une de ses pires crises migratoires depuis quelques années. On fait le point avec Diane Bonga. C'est face à la gravité de la situation que le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la ville de Mbour mercredi. Les constats est clair, la situation est intenable. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur.
Si les présidents sénégalais accusent les filières de traite humaine au sein de la population cependant, on reproche à son gouvernement de ne pas mettre la jeunesse au centre de ses priorités. Alors que cette couche est par exemple frappée par le chômage. Moussa Diakante affirme d'ailleurs avoir tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps mais en vain. Tout flambe au point que notre artisanat qui était en agonie est dans le coma. Cette jeunesse qui n'a plus de perspective continue plus belle à y aller parce qu'ils avaient promis en promesse de campagne. Dès qu'ils seraient au pouvoir, sans délai, ils allaient prendre en compte les préoccupations de ces jeunes. Hélas, ce n'est pas le cas. Jusqu'au moment où je vous parle. Mais les députés n'épargnent pas le proche des victimes. Mais aussi permettez-moi de dire la vérité à ces parents de ces jeunes qui ont cotisé pour faire partir leurs enfants, qui ont à la limite, à un certain moment aussi, participé à tuer leurs propres enfants. La vérité n'a pas de camp. Accusé d'inertie, le chef de l'État sénégalais promet de sévir contre le passeur. Le gouvernement est en train de combattre le phénomène. Et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort, jusqu'à leur dernier retranchement. Si près de 40 corps ont été repêchés et 4 survivants secourus, une cinquantaine de personnes selon de sources manquent toujours à l'appel. À présent, place au rappel des titres. Une nouvelle réunion autour du médiateur angolais est prévue ce samedi 14 septembre 2024 pour faire avancer les plans de neutralisation des FDLR et du retrait de RDF. Pendant ces temps, aucune avancée notable n'a été enregistrée sur le retrait de troupes rwandaises du sol congolais, une priorité pour Kinshasa. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC, en sigle Christian Bossembe, a été reçu le mercredi 11 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Tshisekedi. Lors de cette rencontre, la question de la salubrité médiatique en République démocratique du Congo a été largement discutée. Un enfant d'un sujet arabe a poignardé ses 2 camarades de classe d'origine congolaise au lycée Madame de Sévigné dans la commune de Limete. D'après les sources recoupées par notre rédaction, l'une des victimes a été poignardée en plein cœur et est morte sur le coup, selon les autorités éducationnelles. Voilà, ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine édition demain à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.